Une légende de l'industrie du divertissement et l'un des hommes les plus riches du monde fait face à un tout nouveau défi. Un divorce apparemment très compliqué avec son mari beaucoup plus jeune. Et ce qui était autrefois un affrontement à huis clos se retrouve désormais exposé sur la scène mondiale sous les yeux de tous. Nous avons de nouveaux détails sur l'objet à plusieurs millions de dollars qui serait au centre de tout ce drame et nous en parlons avec l'avocat spécialisé en divorce Randy Kessler. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Au lieu de profiter de sa retraite, de savourer tous les plaisirs que la vie a à offrir, de dépenser les millions qu'il a gagnés dans l'industrie du divertissement au cours des dernières décennies, David Geffen, âgé de 82 ans, est au contraire plongé dans une bataille judiciaire avec son mari séparé, David Armstrong, également connu sous le nom de Donovan Michaels. C'est un homme qui a plus de 50 ans de moins que lui, âgé de 32 ans. Selon un article récent du Wall Street Journal, je cite, « Les membres de la famille, les associés professionnels et les amis de longue date des deux hommes disent qu'ils sont stupéfaits de voir cette situation se dérouler. » Maintenant, Geffen a travaillé pendant des années dans l'industrie de la musique et du cinéma. Il a été cadre pour plusieurs maisons de disques. Il a produit des films à succès comme Beetlejuice et Risky Business. Il a soutenu des comédies musicales de Broadway comme Dreamgirls et Cats. Il a fait don de millions de dollars à des universités et à des programmes artistiques, et plusieurs écoles comme l'University of California, Los Angeles et Yale ont nommé des départements entiers en son honneur. Maintenant, Michaels, en revanche, vient d'un milieu beaucoup plus modeste. Il a fait partie du système de placement familial en grandissant, a eu des difficultés au début de sa vie d'adulte, et apparemment, il s'est tourné vers le travail du sexe pour gagner de l'argent. Et il dit qu'il rêvait de devenir mannequin, mais Michaels affirme qu'une fois qu'il a rencontré David Geffen, ce rêve s'est brutalement arrêté. La vie privée du couple a explosé en juillet lorsque des détails sur leur relation et leur séparation ont commencé à sortir. Et c'est parce que Michaels a intenté un procès retentissant affirmant que Geffen l'avait exploité en utilisant la promesse d'une relation, d'un mariage et d'une stabilité financière pour attirer Michaels et en faire un objet sexuel. C'est l'allégation principale dans cette plainte de 33 pages. Citation. « Michaels est un survivant de 32 ans du système de placement familial, qui a été attiré dans l'orbite d'un exploiteur se faisant passer pour un chevalier blanc, tout en se cachant derrière la richesse, la philanthropie et la célébrité. » Michaels n'a pas rencontré Geffen dans une salle de réunion, lors d'un gala ou par l'intermédiaire d'amis communs. Il l'a rencontré sur seekingarrangement.com, un site où des hommes comme Geffen cherchent des personnes vulnérables. Aujourd'hui, le site, qui s'appelle simplement seeking.com, est une plateforme de rencontre essentiellement pour les riches et les célèbres. Sur sa page d'accueil, il est indiqué « Seeking est le site de rencontre numéro 1 pour les célibataires ambitieux. Ceux qui ont l'état d'esprit adapté à la réussite dans la vie possèdent également le même état d'esprit nécessaire pour réussir en amour. Notre plateforme favorise des liens authentiques entre membres, menant à une vie épanouie, des relations durables et l'amour. Mais voici le point important, il faut le noter. Le site précise également expressément que, je cite, « les situations de sugar daddy, le paiement pour des relations sexuelles, c'est interdit ». Michaels dit que David Geffen l'a trouvé sur le site et lui a proposé 10 000 $ pour une nuit, ce qui, selon lui, est ensuite devenu des paiements mensuels pour des services sexuels. Selon la plainte déposée par Michaels, Geffen a utilisé un mélange toxique de séduction, de contrôle, de promesses d'amour et de démonstrations ostentatoires de richesse pour piéger Michaels dans un cycle de dépendance, de soumission et d'humiliation. Derrière leur relation scintillante se dissimulait un schéma calculé d'abus et de marchandisation. Nous avons en fait réalisé une analyse complète de la plainte de Michaels contre David Geffen. Vous pouvez la consulter sur la page YouTube de Law & Crime. Mais l'un des détails les plus choquants qui ont été révélés, c'est que Geffen et Michaels n'ont pas signé de contrat de mariage. Ils n'ont pas signé de contrat prénuptial avant leur mariage en 2023. À la place, Michaels affirme que les deux avaient un accord oral dans lequel Geffen acceptait d'assurer à Michaels une vie de luxe pour le reste de sa vie en échange de la compagnie de Michaels lors de ses voyages à travers le monde. En réponse à la plainte de Michaels, l'avocat de Geffen a qualifié les allégations de ridicules et inventées, ajoutant que le plaignant ne peut embarrasser Geffen ni extorquer un accord avec des ragots et mensonges. Selon le dossier judiciaire, le mariage a échoué car Michaels a abusé de la générosité de Geffen, bien qu'il ait été traité comme un roi.
Les avocats de Geffen disent que Michaels a fait payer à ses assistants des centaines de milliers de dollars sur les comptes de Geffen pour vêtements de luxe, soins esthétiques et cadeaux à ses amis. Geffen affirme aussi que Michaels a beaucoup dépensé pour OnlyFans et des escortes masculins. La consommation supposée de drogue par Michaels est aussi évoquée comme cause de l'échec du mariage. Selon le Wall Street Journal, le personnel de Geffen aurait trouvé de la drogue dans sa chambre après que Geffen ait payé la cure de désintoxication de Michaels. D'accord, je veux tout discuter de cela et je veux inviter un expert. Je souhaite inviter Randy Kessler, avocat renommé en divorce et droit de la famille à Atlanta. Il a représenté de nombreuses célébrités et enseigne aussi les procès devant jury à la faculté de droit d'Emory. Randy, merci d'être venu. Je veux dire, puis-je d'abord préciser qu'on parle de l'un des hommes les plus riches du monde, avec une fortune estimée à environ 9 milliards de dollars. C'est un niveau de richesse et de pouvoir dont nous ne pouvons que rêver. Pas de contrat de mariage. Vraiment? Tu sais, j'ai des flashbacks de l'histoire avec Prince, tu vois. Tu te souviens, Prince est mort sans testament. Et en fait, ce que font les gens qui n'ont pas de contrat de mariage ou de testament, c'est qu'ils font gagner beaucoup d'argent à des gens comme moi, tu vois. C'est ça une police d'assurance. C'est ça un contrat de mariage. Ça permet en quelque sorte de prédéterminer le divorce. C'est surprenant, même s'il peut s'offrir les meilleurs avocats. Laura Vasseur est vraiment la meilleure du pays. Alors qui sait? Peut-être qu'il est romantique. Il s'est peut-être dit qu'il ne voulait pas réfléchir aux aspects juridiques, car on dirait qu'il est trop jeune et qu'il devrait craindre un divorce. Qui sait? Mais oui, je ne suis pas aussi choqué que la plupart des gens. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas de contrat de mariage alors qu'elles devraient vraiment en faire un. Juste pour être clair, sa fortune pourrait rester protégée si elle a été acquise avant le mariage. Exactement, surtout en Californie. Les revenus perçus pendant le mariage sont des biens communs divisés également, tandis que ceux d'avant mariage et leurs revenus passifs restent séparés. Donc, s'il y a 9 millions de dollars à la banque et un certificat de dépôt qui rapporte des intérêts pendant le mariage, ça, vous savez, ça reste toujours à lui. En plus, tout ce qu'il a gagné pendant le mariage, il ne le partagera pas, à moins qu'il l'ait économisé. Peut-être que tout ce qu'ils ont acquis pendant le mariage sera partagé, donc sans contrat de mariage. Michaels pourrait obtenir la moitié de ce qu'il prouve que Geffen a gagné à 80 ans. Tu sais, Est-ce que ça compte? La durée du mariage compte-t-elle? Plus de 2 ans? La durée du partenariat influence-t-elle ce calcul et cette analyse? pas dans cette analyse, sauf parfois s'il demande une pension alimentaire. Par exemple, si quelqu'un n'avait pas 9 milliards ou même 900 000, tout ce qu'ils avaient, c'était un bon revenu. Si vous êtes marié depuis longtemps, il n'est pas juste que l'un garde un bon revenu créé pendant le mariage, tandis que l'autre, resté à la maison pour élever les enfants, n'en bénéficie pas. La durée du mariage influencerait la pension alimentaire, mais pas le partage des biens. Et laissez-moi être clair sur ce qu'il prétend pouvoir réclamer. Ou en général, laissez-moi essayer d'exprimer cela si cela a du sens. Pourrait-il avancer un argument? Écoute, tu sais, j'ai abandonné beaucoup de ce que j'espérais faire en me mariant. Je peux te montrer à quoi aurait ressemblé ma réussite. Je ne parle même pas de ce cas précis, je dis en général que je devrais avoir droit à plus que la communauté de biens. Je devrais avoir droit à plus à cause de ce que j'ai sacrifié en entrant dans ce mariage. Des revenus perdus, finalement. Cet argument est-il valable? Fonctionne-t-il? Pas en Californie, ni dans la plupart des lieux, car c'est un argument fréquent. Il y a de nombreuses réponses à cela. Premièrement, ce genre de choses n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'ils ont gagné. C'est automatique, en quelque sorte, en Californie. L'autre chose, c'est que, vous savez, il a tout abandonné, mais il a probablement obtenu beaucoup en échange. Non? Regardez sa garde-robe. Regardez la somme d'argent qu'il a reçue. Regardez les voyages qu'il a faits. Regardez la vie qu'il a menée. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui diraient, vous savez quoi? Je donnerais 2 ans de ma vie pour pouvoir parcourir le monde sur un yacht de 400 millions et tout ce qui va avec. Donc ces arguments ne vont vraiment pas convaincre ce juge. C'est 50-50 sur tout ce qui a été gagné pendant le mariage. D'ailleurs, les gens peuvent être réticents à signer un contrat de mariage ou même à en parler à leur partenaire parce qu'ils craignent que cela crée des tensions, qu'ils se séparent ou qu'ils se disputent. Est-ce pourquoi vous pensez qu'on ne parle pas du contrat de mariage? Je pense que c'est plus une hésitation à consulter des avocats et à en faire un processus juridique plutôt que romantique. Parce qu'en vérité, si vous y réfléchissez plus de quelques secondes, avoir un contrat de mariage signifie que vous n'avez pas à vous soucier des questions financières.
Vous n'avez pas à vous inquiéter des conflits parce que tout cela est déjà décidé à l'avance. Vous pouvez vous concentrer sur votre amour et votre affection et faire ce genre de choses. Et si ça ne marche pas, vous n'avez pas à craindre que quelqu'un essaie de vous arnaquer parce que vous avez déjà convenu à l'avance de ce qui est juste. Les contrats de mariage permettent de se concentrer sur la relation sans se demander si l'autre agit pour obtenir plus d'argent devant un juge. Donc, je pense que c'est juste l'hésitation à entrer dans le bureau d'un avocat et à transformer ce processus d'amour romantique en un processus juridique. Et d'ailleurs, nous en apprenons plus sur les biens auxquels Michaels pense avoir droit. Et cela inclut le super yacht de luxe de Geffen. Donc Geffen a acheté le Rising Sun pour presque 600 millions de dollars. Nous parlons ici d'un navire absolument gigantesque. C'est selon Columbia Broadcasting System News. Il y a 82 pièces. 82 pièces. Une cave à vin, une salle de cinéma, un terrain de basket. Il y a un équipage de plus de 40 personnes. Le super yacht serait devenu une seconde maison pour Geffen et Michaels lorsqu'ils voyagent à travers le monde. Et selon le Daily Mail, Michaels estime qu'il a droit au Rising Sun dans le cadre du divorce. Il affirme que Geffen le lui avait promis quand ils étaient mariés et qu'il y fait référence. Il qualifiait le yacht de gouffre financier. Le Daily Mail indique qu'une source anonyme a affirmé au Wall Street Journal qu'une discussion sur le yacht a eu lieu et que quand Michaels a compris que Geffen ne lui prêterait pas le bateau, il s'est mis en colère. Mais les avocats de Geffen ont déclaré au journal que Geffen n'avait jamais promis d'actifs à Michaels et que les gestionnaires financiers de Geffen pouvaient témoigner qu'il n'avait jamais évoqué l'idée de donner son yacht à Michaels. Alors, Randy, qu'est-ce qu'on doit en penser? Dans quelle mesure une conversation compte-t-elle pour déterminer si vous avez ou non cédé des biens à votre ancien partenaire? C'est une question d'argent. J'ai deux réponses, l'une juridique et l'autre pratique. Sur le plan juridique, des promesses sont faites tout le temps pendant les mariages. Je suis sûr que Geffen peut dire qu'il m'avait promis de ne pas le tromper ni consommer de drogue, ou tout ce qu'on entend dans les médias sur ce que Michaels faisait et ses fréquentations. Et donc, oui, peut-être que l'un ait rompu une promesse, l'autre aussi. Ça s'appelle un mariage. Promettre quelque chose à votre conjoint n'est juridiquement contraignant que si c'est écrit sous forme de contrat, avec une contrepartie. Geffen comprendrait sûrement que la contrepartie signifie recevoir quelque chose en échange, comme nous le savons tous en tant qu'avocats. Eh bien, ce qu'il aurait voulu, c'est de la loyauté, de la fidélité, vous savez, de l'affection, des choses qu'il va dire qu'il ne recevait pas. Maintenant, la réponse pratique est, pourquoi voudrait-il un yacht de 600 millions de dollars? Parce que non seulement c'est un yacht de 600 millions de dollars, mais il y a aussi des coûts. Comme tu l'as dit, tous les employés, tout le personnel, tout l'entretien, il va ensuite avoir besoin d'argent pour s'en occuper. La seule raison pour laquelle il le veut, c'est pour pouvoir le vendre. Oui, il pourrait le vendre, non? Il pourrait le vendre. Pourquoi prendre le yacht? Pourquoi ne pas dire, je pense avoir droit au yacht, mais je prends 10% de sa valeur et on s'arrête là. Il devrait s'en contenter. Il ne veut probablement même pas céder ça en y réfléchissant, non? Tu as de l'argent pour te battre et lui, il n'a rien à perdre. Laisse-moi te demander ça. Qu'est-ce que... C'est, tu vois, dans une bataille de divorce, parfois, tout se joue sur un seul gros bien, une maison, peut-être pas un yacht, mais quelque chose de ce genre. Un terrain, une propriété quelconque, peut-être une voiture. Est-ce que tu vois souvent les choses devenir vraiment tendues quand il s'agit d'un seul bien ou d'un seul actif, je devrais dire? Chaque jour, j'essaie, c'est ce qui complique le divorce. Ce n'est pas une affaire ou une transaction commerciale. Tu sais, comment on fait pour simplement tout diviser et faire les calculs? Il y a toujours quelqu'un qui tient à quelque chose et qui le veut vraiment. Inversement, il est rare que les deux tiennent à la voiture ou au yacht. Je trouve intéressant qu'ils s'opposent à ce qu'il est, soit parce qu'ils la veulent eux-mêmes, soit à cause de leur colère sur la relation ou sa fin. Alors, ils découvrent quel est l'autre bien, quel est le bien que leur partenaire veut et ils ne le lui donnent pas. Ils pensent que cela va les prouver ou les justifier. Et vous savez, nous passons beaucoup de temps à essayer de convaincre les gens d'en faire une décision d'affaires, de comprendre ce qui a du sens pour que vous puissiez passer à autre chose. Vous savez, les gens se mettent en colère et c'est un peu comme une mort, n'est-ce pas? Il faut faire son deuil, il faut traverser ça. Et chacun doit gérer ça à sa manière. Et vous savez, David Geffen est sacrément réussi. Et je suis sûr que quand il dit « c'est ce que je veux faire », il va persévérer jusqu'à obtenir ce qu'il veut parce qu'il l'a fait toute sa vie et il a toujours pu faire ce qu'il voulait. Et je pense que Michael dit qu'il veut le yacht. Il dit à Geffen, maintenant je sais quoi éviter de lui donner. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est que Michaels a rendu public ce qui aurait normalement été un drame en coulisses
avec ce procès. Est-ce que Geffen a un recours dans ce cas? Vous savez, pour atteinte à sa réputation? Vous rendez cela public ou bien Michaels a-t-il le droit légal de faire ces déclarations? Il peut dire ce qu'il veut, mais si ce n'est pas vrai, c'est de la diffamation, sauf en plaidoirie avec une part de vérité. On ne peut pas salir quelqu'un en racontant sciemment des mensonges. Et Geffen a l'argent pour engager une action en diffamation à la Johnny Depp, vous voyez, s'il le voulait. Ce qui me frappe, c'est que, comme vous l'avez dit, nous représentons des personnes en vue, mais pas aussi riches que David Geffen. Si j'étais à sa place, si j'étais l'avocat de Michael, je dirais qu'il a beaucoup plus à gagner à être gentil avec David Geffen qu'à l'affronter. Tu peux l'affronter et te battre, mais quoi que tu obtiennes, ce sera tout. Tu vas te faire des ennemis, pas seulement David Geffen, mais tous ceux du milieu. Si tu veux être mannequin, acteur ou autre, fais-le discrètement et reste poli. Un mariage de 2 ans pour un gars de 30 ans, je veux dire, maintenant tout le monde se fait une opinion sur Michaels alors qu'avant personne ne savait vraiment qui il était. David Geffen a déjà sa réputation, il est déjà établi, il sait quel sera son héritage. Il n'a vraiment pas grand-chose à perdre. C'est comme ça que je répondrai à votre question. Comment cela va-t-il se passer? Que prévoyez-vous? Je pense que ça va s'arranger, mais je ne connais pas les personnalités. Les clients décident. Si David Geffen dit « Je ne vais pas laisser ce type se moquer de moi-même, me ridiculiser ni faire ses allégations », je vais aller jusqu'au bout, même si cela prend des années. Rappelez-vous, l'affaire Schwarzenegger a aussi duré très longtemps. Les choses peuvent traîner très longtemps en Californie. Une chose est sûre, David Geffen, même s'il n'a pas fait de contrat de mariage, je suis presque certain qu'il a préparé sa planification successorale et son testament. Parce que s'il meurt sans testament, devinez qui hérite, n'est-ce pas? C'est peut-être pourquoi il a lancé la procédure de divorce, pour régler cela avant que sa santé ne se dégrade ou qu'il ne vieillisse trop. Et le simple fait de déposer ça suffirait, non? En termes de testament? Je crois que non, mais peut-être que si parfois des gens meurent durant un divorce, mais c'est toujours le testament qui prime. Donc, David Geffen a sûrement déjà revu son testament. Il a de très bons avocats. Je suis sûr qu'aussitôt que le mariage n'allait plus bien, probablement même avant qu'il ne demande le divorce, il a changé son testament. Mais s'il n'a pas changé son testament et qu'il laisse tout à son mari, ou s'il n'a pas de testament, alors tout revient à son mari. Même si le divorce est en cours, il doit être légalement divorcé et séparé de cette personne avant que le testament ou les lois sur la succession ab intestate ne s'appliquent et donnent l'argent au conjoint. Oui, s'il n'a pas fait de contrat de mariage, j'espère qu'il a un testament. Randy Kessler, merci beaucoup. Avec plaisir, merci Jesse. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou où vous écoutez vos podcasts. Je suis Jesse Weber, à la prochaine.